Madame, Monsieur, bonsoir, bonne heureuse année à tous les téléspectateurs de Canal 10 et singulièrement ceux qui nous retrouvent ce soir pour une nouvelle édition de C'est dans la presse année 2, puisque nous sommes maintenant en 2013. Je profite pour vous saluer tous et être content de vous retrouver ce soir. Une très bonne émission puisqu'on a de très bons acteurs avec nous. Je dis des acteurs, ce sont des acteurs de la presse écrite, mais aussi de la presse nette, la presse numérique. Je salue, pour commencer, André-Jean Vidal de France Antilles, rédacteur en chef adjoint. Bonsoir. Bonsoir. Je salue aussi Pierre-Édouard Picot du Courrier de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Je salue Gilbert Pinsmaille de Guadeloupe Première. Bonsoir. Bonsoir. En deuxième partie d'émission, on va retrouver Maïté Perrault de Caïcafet, Jean-Luc Goubin de Coco News, mais aussi Emmanuel Lorondo. On parlera de l'Internet et de la presse papier, savoir est-ce que le papier va tuer l'Internet ou est-ce que l'Internet va tuer le papier. En tout cas, la question est posée. On va commencer le débat ce soir parce que la formule change un peu. Désormais, chaque mercredi, nous aurons le plaisir et l'avantage et l'honneur, avant la revue de presse qui suivra avec Nelly, de retrouver nos confrères de la presse écrite pour un peu faire un petit débrief, on va le dire, sur l'actualité. Ça ne va pas être trop compliqué en début d'année puisque l'important c'est de revoir un peu ce qui s'est passé l'année dernière. Et si on posait la question comme ça à Vidal, André-Jean Vidal, qu'est-ce que vous avez retenu l'année dernière 2012, qu'est-ce que, au point de vue de l'actu, de l'info, parce que vous avez sorti un court journal sur l'actu de l'année dernière, qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, en deux mots. En deux mots, Oui. Obama-Riner. Obama-Riner. Pierre-Édouard Picot. Obama, Riner, mais enfin au plan national, c'est certainement l'élection d'Hollande. Et puis au niveau local, c'est l'élection de Chalus. L'élection de Chalus, tiens. Monsieur Pesmaï. Hollande, Riner, Obama, la politique d'une manière générale. C'est le trio qui marque. Et Nelly, qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Alors, je dirais la victoire de Teddy Riner et aussi la vague de féminicide qui a frappé la Guadeloupe cette année, en 2012. Oui, il fallait bien qu'une femme en tant le que dise. femme, Oui, il y aura des femmes qui seront là tout à l'heure, puisque les chœurs d'Akio sont avec nous, puisqu'on va parler du dernier album d'Akio qui vient tout juste de sortir. Alors, Nelly, les pleins feux sur vous, puisque vous allez ouvrir cette nouvelle session de C'est dans la presse avec votre revue de la presse que vous avez lue avec attention. Qu'avez-vous retenu cette semaine de presse? Donc, eh bien, qui dit début d'année dit bonne résolution, ou tout du moins jusqu'au carnaval, hein, mais début d'année dit aussi rétrospective de l'année qui s'est terminée. Donc, France Antilles ne déroge pas à la règle avec 2012 une année d'infos. Donc, je vous le présente parce qu'en fait, ce numéro, il est vraiment très bien fait en format magazine avec des bons articles de fond, des faits divers qui couvrent vraiment toute l'année. Donc, en principe, il sera disponible en téléchargement sur le site prochainement. Si on l'a raté. Si on l'a raté, bien sûr. Donc, je vous le recommande. Donc, j'aime les rétrospectives car elles nous rappellent tout ce qu'on a pu oublier, qui a pu nous marquer. Hein. Une information en chasse une autre. Donc, voilà à quoi servent les rétrospectives. Donc, 12 mois d'infos, 2 temps forts. Morceau choisi, donc, Gardel le désastre, en page 38. Un focus sur les 20 jours de grève qui ont gelé la récolte en avril 2012. Il y a aussi Loïc Petit, cette mort reste un mystère, en page 42, donc retour sur le décès de l'ancien directeur général par intérim de la SIG, pour lequel le rappel France Antilles, l'enquête reste ouverte. Violence aussi, avec la vague de féminicide qui a touché notre archipel en 2012, en page 44. 6 femmes martyrs, dresse le bilan morbide de l'année et rappelle que la pétition lancée par Patricia Braflan-Trobo est restée sans suite. Autre moment clé de l'année 2012, justice avec le dénouement de l'affaire Binot, le procès et surtout le verdict le plus attendu de l'année. Affaire Binot, un grand fiasco judiciaire. Maurice Colombet revient sur les raisons de l'acquittement de Rudy Alexis. Et enfin, des faits divers, de la politique, mais aussi culture et sport. Tonnerre de Riner, page 77. La médaille d'or du judoka avait fait l'orgueil du pays. Grand moment de liesse, mais déception aussi avec le Tour après Récarène sur l'abandon du cycliste suite à sa chute dans la 4e étape du Tour de Guadeloupe. D'autres rétrospectives dans les journaux, Nelly? Eh bien, en tout cas, pas de rétrospective pour le Courrier de Guadeloupe, mais normal. Retour sur le congrès pour le nouvel hebdomadaire qui s'est en tout cas taillé une belle place dans le paysage de la presse guadeloupéenne. Hein. Il en est à son 7e numéro. Donc un duel sans merci en couverture du Courrier de Guadeloupe avec une photo des 2 hommes politiques adversaires, Victorin Gurel et Jacques Gillot.
On a l'impression quand même que Victorin gagne là, en photo. Oui, en tout cas. une photo, tout à fait. Donc une photo, photo bien choisie, qui en dit beaucoup. Qui en dit beaucoup. Donc je cite, deux clans bien distincts ont continué à s'affronter par le biais du match congrès du 27 décembre dernier. Les uns défendent avec leur chef de file, Jacques Giraud, une évolution statutaire. Les autres, les socialistes en particulier, estiment qu'il est encore temps d'attendre. Après avoir longtemps coexisté, les deux rivaux ont clairement en tête la conquête du leadership politique en Guadeloupe. Et dans la presse française? On fait le bilan aussi avec la rétrospective 2012 de l'IB, pour le meilleur et pour le pire, mariage pour tous. Alors, petit clin d'œil au débat sur le mariage gay. Les journalistes sont amusés en fait à marier des couples improbables, comme Copé, Fillon par exemple. C'était quand même la guerre fratricide politico-comique de la fin d'année. Donc, et si on aurait pu faire Gilot, Lurel? Peut-être. Peut-être. Oui. Autre couple. Cordin-Cal aussi. Ah, c'est un bon couple. Oui, un bon couple. Il faudra y songer pour une possible rétrospective. Autre couple inattendu, Sarkozy et Hollande, faux frères, je cite. Et on termine avec le jeu de mots de 2013 pour le couple Depardieu et Arnaud, joliment titré Fisk Fucking. Donc on se lâche chez Libé. Et oui, l'affaire Depardieu qui a monopolisé les médias français en cette fin d'année, et ça continue. Et qui dit Depardieu dit taxation à 75% pour Libé, retour sur un nouveau fiasco de l'exécutif. Et dans le point aussi, affaire Depardieu, donc impossible d'y échapper. Depardieu, le président et l'affaire des 75%. Donc ça sonne comme un conte pour enfants, mais c'est plutôt une mauvaise fable. On a tous vu et revu les images de l'acteur français bourru et bourré, ou l'inverse, s'énervant sur son scooter ou contre les journalistes. Donc Depardieu chez les Belges, Depardieu chez les Russes et Depardieu chez Brigitte Bardot. C'est un peu l'épisode de trop de la saga Obélix. Donc c'est l'overdose. Pour le point en couverture, Hollande et ses francs-maçons, comment les loges marquent des points. Avec en page 46 une belle photo de famille, gouvernement héros, qui en est? Donc question posée par le point, il y a ceux qui nient, ceux qui en étaient et ceux qui assument. Donc on reconnaîtra entre autres le ministre français de l'Outre-mer Victorin Lurel et Christiane Taubira. Donc le numéro spécial sur les francs-maçons, c'est un grand classique, on le fait chaque année, voire plusieurs fois par an, et ça fait vendre. Après tout, tant mieux, car c'est bien de faire des journaux, encore faut-il les vendre. Ce n'est pas Philippe Hersan qui nous dira le contraire. Presse et gros sous en page 20 du point. Hersan court et rachète. Je cite une autre saga qui a passionné en Guadeloupe en 2012, et ce n'est pas fini. France Antilles, rappelons-le, appartenant au groupe Hersan, nous sommes donc directement concernés. Et en parlant d'Hersan, à la ligne du France Antilles du jour, les grands défis de l'année, société, travaux, éducation. Bonjour 2013, adieu 2012. Et vous, Dani, qu'avez-vous retenu de 2012? Alors, je n'ai pas retenu Obama, bien Non. sûr. J'ai retenu la mort de Ben Laden, c'était l'année dernière. Mais enfin, oui, ça ne m'a pas échappé, j'y pense encore, un an et demi après. J'ai retenu effectivement le conflit à Gardel, et puis le congrès, le dernier congrès et le fiasco du projet guadeloupéen, ça m'a un petit peu marqué. Et puis aussi, il y a l'affaire Toribio. On en a beaucoup parlé dans la presse, je crois qu'on va y revenir. Voilà un petit peu ce qui a pu marquer. Mais enfin, autre chose, bien sûr, on peut passer sur l'arrivée du ministre des... Comment on dit? Des Outre-mer. Des Outre-mer, paraît-il. C'est pas dire ça. De l'Outre-mer. Bref, il y a la presse française, on a beaucoup parlé. En tout cas, on parlait des formations tout à l'heure. C'est vrai que Lurel est cité dans le Nouvel Obs et dans le point sur les formations. Et puis on n'a pas beaucoup parlé de DSK, mais en fait ça a aussi marqué l'opinion en France. Alors, messieurs, on va un petit peu débattre de la situation générale en Guadeloupe et dans le monde. On a vu ce qui vous a marqué. Gilbert Pesmaï, le procès Binot, enfin ce que j'appelle le procès Binot, ça ne vous a pas marqué? Ça n'a pas retenu votre attention? Non, parce que France Antilles le dit très bien, mon confrère Boris a très bien écrit sur ce procès. C'est un fiasco, il faut le dire, il faut le redire. Pour une fois, on avait dans le box des accusés un homme où on était incapable d'apporter des preuves formelles contre lui. Il était tout à fait normal, au bout de ces 10 jours de procès, qu'il soit acquitté. Donc après, bon voilà, on peut toujours discuter. Le parquet a fait appel, dans un an et demi, il y aura un nouveau procès et on verra ce que ça va donner. Toujours pas d'assassin pour Binot. Toujours pas d'assassin pour Binot, c'est ça qui est triste
dans ce dossier, il faudra bien à un moment que sa compagne et que son fils puissent faire leur deuil de cette affaire. Alors je vous lance, messieurs, non pas sur Bino, parce que bon, l'affaire est un petit peu passée, mais sur ce que j'appelle l'affaire Toribio. Ça a fait la une du courrier, on en a parlé aussi dans France Antilles. Comment vous avez vécu un petit peu la chute ou la plongée ou la descente aux enfers selon les éditions de José Toribio? Avec beaucoup de tristesse. Oui. Parce que José Toribio est quand même un élu intéressant, c'est quelqu'un d'intelligent qui là, bon, bah, je crois qu'il est plus ou moins victime, il est même certainement victime d'une cabale. Un complot, une cabale. Il est victime de lui-même, certainement, oui. mais il est aussi victime d'un acharnement. D'accord. C'est votre point de vue, Pierre-Édouard? Moi, j'essaye de, chaque fois que j'écris, de donner la priorité aux faits. Ensuite, le commentaire est libre. José Toribio, tout comme la plupart des journalistes qui l'ont rencontré, est un garçon brillant, intelligent, qui a de grandes qualités, mais à mon avis, il a un défaut, mais qui est propre à l'ensemble de nos élus. Il a un ego hypertrophié. Et je pense que c'est ce qui le nuit le plus. Parce que et ça se transforme très rapidement en autocrate. Parce que ce qui lui est reproché, pourquoi une partie de son, comment dirais-je, de son groupe, de sa majorité se retourne contre lui? Parce qu'il a exercé le pouvoir en solitaire, de façon autocrate. Et à un moment ou à un autre, bon, les gens finissent par dire non, c'est tout. D'accord, Ismaël? Non, je dirais qu'on vit dans un pays où la politique marche à ce rythme-là. Moi, sur l'affaire Toribio, moi je connais José Toribio depuis de très longues années et je partage le fait que c'est un élu brillant, qu'il soit victime de lui-même, c'est sûr, mais moi c'est la manière qui m'a gêné. Lorsque l'on veut aider, lorsque l'on veut faire pour un homme, parce qu'on sait qu'il est en difficulté, on sait qu'il n'est pas bien et qu'il n'est plus lui-même, on considère tout cela, on ne rend pas la chose publique, on ne s'organise pas pour qu'il y ait des fuites. Si on considère qu'il est malade, je dis il faut qu'il se fasse soigner pour qu'on puisse l'aider à se soigner. Le plus simplement du monde, et ça se fait discrètement. Oui. Non, mais moi, je ne veux pas aborder ce volet-là, parce que moi, je ne suis pas médecin. Moi, je ne suis pas médecin, mais je vois un homme régulièrement dans les réunions, on le côtoie tous les jours, en difficulté, je le vois, on le voit. Donc, on ne va pas enterrer, je ne vais pas mettre ma tête dans le sable pour ne pas le dire. Moi, je le vois. Je répète que je suis très libre sur la question parce que José, je le connais très bien. La lettre des élus de son groupe est une véritable tartufferie. On lui conseille de se soigner et puis on se débrouille pour faire... Oui, mais on se débrouille pour créer la fuite, et pour que tout sorte donc sur la place publique. Les gens qui ont signé cette lettre-là, qui l'ont fait sortir, sont des... Non, mais moi, je voudrais revenir à des faits. Là, on est dans disons, supputation peut-être pas tout à fait établie. Moi, je ne veux pas savoir s'il est malade, s'il a une addiction. Bon, c'est pas ça mon problème. Je regarde la gestion de la commune du Lamentin. Il est quand même inadmissible qu'un maire puisse venir en conseil municipal, dire voilà, les domaines ont évalué le prix du terrain à 25 000 € alors qu'il manque un zéro. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, moi, je préfère lui reprocher ça que de lui reprocher toute autre chose. Ça, ce sont des faits tangibles. On va passer à autre chose rapidement. Est-ce que Toribio peut s'en sortir, monsieur? Je souhaite qu'il s'en sorte. Vidal, oui. Il peut s'en sortir? Oui. Moi, je souhaite qu'il s'en sorte, au plan personnel, qu'il s'en sorte. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, tous les trois, à dire que le congrès du 27 décembre a été un succès? Non, je crois que ce n'est pas un succès et ce n'est pas non plus comme cela qu'on va redorer le blason de la politique. Très sincèrement. Vous avez vu les sondages sur la classe politique? Oui, mais c'est à la mode. Hein, je veux dire, aujourd'hui, je ne connais pas un pays au monde où la classe politique... bashing. Comme il y a le Hollande bashing, il y a le UL bashing aussi. Oui, bien sûr. Non, mais bon, c'est pas tellement ça. Ou le Gilou bashing. Je veux dire...
sans avoir d'idées préconçues, je veux dire que quand on vient à ce stade-là et que l'objectif c'est de pouvoir poser une question à la population et que le constat qui est fait c'est qu'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas d'accord entre les deux groupes principaux, mais quelle question on va poser au président de la République? Quelle question on peut lui poser? C'est une bonne question. André? Oui, tout à fait. Bon, moi, depuis le début, je pense que ces congrès successifs et surtout ce qui s'y passe, pour moi, c'est une pantalonnade. Ouais. On n'arrête pas. D'ailleurs, il y a quelqu'un, il me semble que c'est Desplan, qui a bien traduit ça. Il a dit 42 mois de bluff, ouais. 42 mois de n'importe quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. Ça a permis quoi? Ça a permis aux élus de s'exprimer dans une espèce de cacophonie, et ça a permis à Victorin Lurel quelque chose d'extraordinaire, je trouve. C'est de dire, je suis parti, je suis là-bas, je suis très haut, je reviens ici, et je tombe dans une sorte de marigot, et je suis déçu. Oui. Je suis déçu. Il leur a donné une leçon, et de toute façon, et la suite, ce qu'a demandé Gillot, qu'on tienne encore un congrès, là, ça va être... Un congrès qui annonce un autre. Ça va être en plus pendant la période de carnaval, oui. Donc on ne va rien changer. Gilbert, congrès, un succès pour vous? Non, moi je vais m'attacher aux faits et je vais remonter un peu plus loin. Je vais dire, que dit le texte qui a mis le congrès en place? Ce texte dit une chose simple. Le congrès, il est créé, un congrès des élus, des conseillers généraux et régionaux, pour discuter de transfert de compétences entre les collectivités, entre l'État et les collectivités, oui. Et pour parler d'évolution institutionnelle. Oui. Donc le texte, il est clair. Donc toute autre discussion oui. Au cours de ce congrès, c'est périphérique et inutile. Les élus, oui. C'est tout à fait hors sujet. Maintenant, je comprends que les élus puissent dire que la préoccupation des Guadeloupéens, ce n'est pas l'évolution institutionnelle, ça je le comprends parfaitement, je suis persuadé que ce n'est pas la préoccupation. Ça veut dire que qu'on peut discuter oui. D'autres choses, oui. On peut discuter d'autres choses, je le comprends parfaitement, mais on choisit le cadre et le débat qui a eu autour de la discussion, autour du projet guadeloupéen, et de la gouvernance, tout ça, pas de la gouvernance. C'était une discussion inutile qui nous a fait perdre du temps. Alors, cela dit, oui. Moi, j'écoute régulièrement, moi je regarde, j'écoute les hommes politiques. On pourra remonter à 10 ans de congrès, et André Jean le fait très bien, ou alors Pierre-Édouard, ils le font très bien, et vous verrez que ce sont les mêmes discours. On a changé quelques mots, quelques phrases, quelques syntaxes, quelques tournures, ce sont les mêmes discours. Alors, il n'y a eu qu'un seul discours qui était différent cette fois, c'était celui de Jacques Gillot, et puis bien sûr la sortie à la fin de l'UE. Alors, est-ce que, dernière question sur ce problème, est-ce que vous pensez qu'en cas de référendum, on fait un 2003 bis? Mais je ne sais pas sûr, mais c'est une question claire, un référendum. Oui, et Gilbert a bien est-ce qu'on sait si la question sera clairement posée? Il faudra qu'on s'entende sur la question. Je viens d'exempter sur cela, je le termine à l'instant. Donnez-nous la primeur. Non, je dis tout simplement que le contenu des résolutions, il n'y a pas matière à poser une question claire à la population. C'est tout à fait évident. Et je suis content que Gilbert ait rappelé le texte Jospin. Il dit quoi? Quand les élus sont d'accord pour proposer une avancée institutionnelle, ils se réunissent et ils le demandent. Oui, mais ils ne sont pas d'accord. Oui. Alors, en plus, ils n'ont rien demandé en fait. Ce qui me surprend dans ce débat, c'est que les plus rétrogrades sont les socialistes. Ce sont les socialistes qui, à l'arrivée de Mitterrand, ont tenté de faire passer le fameux texte d'Emmanueli qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Ce sont les socialistes, ce sont ces mêmes socialistes qui, durant des années, j'aurais entendu m'expliquer que deux assemblées sur un même petit territoire avec des compétences qui s'enchevêtrent ne peuvent pas cohabiter. Et ce sont les socialistes qui m'expliquent aujourd'hui qu'il faut attendre que l'acte 3 de la décentralisation pour avoir une idée sur l'avenir de la Guadeloupe. Je suis sûr. Alors, pour être quand même tout à fait, j'ai envie de dire cela aussi, il y a eu une intervention qui m'a beaucoup plu, parce qu'elle rejoint, un peu maladroit et pas toujours
dit de façon concise et précise, c'est l'intervention de Louis Dessau. Dit quoi? Un peu long, hein? Oui, non, mais il est dans le réel. Il prend deux exemples qui sont précis. L'exemple de la Corse. La Corse a demandé, a étudié son statut et a dit à la France, à Paris, il nous faut tant de moyens, tant d'argent pour faire ça. La France a dit, on n'a pas l'argent. Elle dit, ben non, on reste recommandé. Et les Alsaciens. Les Alsaciens, depuis 10 ans, font des simulations. Ils ont un tableau de bord. Ils ont des projections sur la démographie, sur l'assiette fiscale, sur la fiscalité. Oui. Eh bien, ils vont devenir une collectivité unique, avec 3 départements. Et ça, je suis désolé, la gouvernance, c'est bien beau de parler de la gouvernance. Et on gouverne très bien, mais on gouverne avec quels moyens? Et on va dans quel sens? Et on fait quoi? L'un des handicaps majeurs de la Guadeloupe aujourd'hui, personne ne le souligne. Nous sommes une population avec une démographie négative. Oui. C'est-à-dire que dans 20 ans, aujourd'hui on est à 403 000 habitants, dans 20 ans on sera à 403 000 habitants. Ah ouais. On a une régression. Et c'est très grave, c'est très très grave pour une population. Deux mots pour conclure sur ça. Ce que je voudrais dire sur le débat autour de la gouvernance, on sait bien que c'est une lutte de pouvoir et qu'il y a derrière ce débat un partage politique de la Guadeloupe. Et ça, c'est très clair. On ne peut pas se leurrer sur ça. Alors, 2 petits mots, on va terminer là-dessus pour ce soir, pour ce premier débat. Est-ce que Hollande est en difficulté aujourd'hui, si on parlait des socialistes, globalement, sur sa politique, sur les réformes qu'il essaie de mettre en œuvre, sur l'affaire Cahuzac, enfin bon, il y a plusieurs dossiers, le mariage pour tous, un mot de chacun. Vidal, est-ce que Hollande aujourd'hui est en difficulté en France? Mais non, Hollande n'est pas en difficulté. Bon, tout va bien. Moi, je pense qu'il a quelques problèmes parce que ils sont arrivés là comme des amateurs, hein. Oui. Curieusement. Pour des gens qui préparaient leur arrivée depuis longtemps, ils agissent comme des amateurs. Oui. Mais par contre, là où tout va bien, c'est qu'ils placent petit à petit, un peu de partout, ces hommes, on l'a vu même au CSA aujourd'hui, et sans que personne dise quoi que ce soit. Moi, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est s'ils étaient plus malins encore, s'il avait des ministres plus aguerris, ça serait un boulevard qui s'ouvrait devant lui. Il n'y a plus d'opposition en France. Il y a 2 hommes qui n'arrêtent pas de se battre, Fillon, Copé, et pendant ce temps, s'il voulait, il pourrait avancer sans aucun problème. Pierre, je ne suis pas loin de partager cette analyse. J'ajouterai tout simplement que la seule difficulté de Hollande est au Parti socialiste aujourd'hui. Parce que le clivage est interne. Et il y a autant de pouvoir que de chapelles. Valls, c'est une chapelle. Comment il s'appelle? Cahuzac, c'est une chapelle. Encore qu'il soit un petit peu affaibli ces jours-ci, on sait bien pourquoi. Mais Montebourg, c'est une chapelle. Oui. Et cela... Aubry, c'est une chapelle, même si elle n'est pas encore au gouvernement. Même si elle n'est pas, au gouvernement. Et Ségolène prochainement. Chacun des chefs des courants du Parti socialiste ont un pouvoir de nuisance très fort, et à mon avis, c'est ça le vrai problème. Je me rappelle en 1995 une déclaration de Jacques Chirac lorsqu'il est arrivé à la présidence de la République, c'était dans Le Monde. Chirac disait: on ne dirige pas la France si on ne maîtrise pas l'appareil de l'État. Et c'est ce qui est arrivé à Hollande. Maintenant, ils sont en train de prendre en main l'appareil de l'État, de s'organiser, ça ira mieux. Hollande n'est pas en difficulté. Alors, avant de vous quitter, je pose une question à Nelly quand même, elle fait la revue de presse. Nelly, c'est en marge de tout ce qu'on vient de dire, le sort d'Audrey Pulvar. Elle rebondit paraît-il à RTL. Oui, en fait, je pense que Audrey Pulvar va revenir à ses premières amours qui est le journalisme politique. Oui, carrément. Oui, son parcours un petit peu oui, un peu en dents de scie. Non, je pense que... Elle réussit finalement. Oui, elle réussira. Elle va remonter. Je sais que c'est votre idole, donc je vous non, mais alors si c'est son idole, je vais dire quelque chose. Un peu de mesure, hein. Oui, non, mais non. Plusieurs fois. Le parcours d'Audrey Pulvar n'est pas en dents de scie. C'est un parcours journalistique fulgurant. Oui. Audrey Pulvar
a travaillé sur toutes les chaînes de télévision en tant que... Enfin, bien visible, hein? Oui, bien sûr. Bon, alors, c'était une locomotive. Elle s'est peut-être un petit peu égarée sur la fin. Oui, bon, voilà, je parlais de ces passages de chroniqueuse sur On n'est pas couché, des émissions comme ça. C'est pas ce qui m'a le plus gêné. Non, elle n'était pas... Bon, aux États-Unis, vous savez que il y a... Il reste 15 secondes. Oui, il y a une paroi étanche entre les politiques, surtout les hommes politiques, et les femmes journalistes. Ça ne se fait pas. Oui. Ok, je vous remercie, messieurs. Une page de pub parce qu'on va passer au deuxième débat sur la presse Internet. Va-t-elle tuer la presse papier? Ce qu'on n'espère pas, mais enfin, Pierre-Edouard ne le souhaite pas, André-Jean Vidal non plus. Je rappelle quand même une dernière fois, il faut quand même montrer le journal. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'acheter parce qu'une année d'info 2012, ça vaut le coup. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. Et puis le Club de la Presse se retrouve la semaine prochaine. Plus long, moi je vous le promets. Voilà, deuxième partie de ce C'est dans la presse 2013, première session. Et comme je vous l'avais dit, super plateau avec des journalistes du net, dont je ne suis pas. Alors, Emmanuel Lerondeau, franceantille.net. Bonsoir. Bonsoir. Coco News, le plus ancien, je crois. Jean-Luc Goubin, bonsoir. Et Kaikafet, Maïté Kaikafet. Eh ben, bonsoir. Oui. Je veux juste préciser, oui. parce que tu as parlé de journaliste du net, je ne suis pas journaliste, je me considère comme médiatrice. Médiatrice. La différence voilà. La différence, le journaliste pour moi c'est une investigation, c'est une objectivité, etc. Moi je suis une médiatrice avant tout. Voilà. D'accord, c'est bien nous revendiquer. Alors, le Go Débat est bien sûr Nelly qui est avec nous, qui nous accompagne, puisqu'elle est aussi sur CCN. Alors, question toute bête, hein. Est-ce que le net va tuer France Antille? Je pose la question à Emmanuel, qui est chargé du net et qui a été journaliste pendant longtemps à France Antille papier, version papier, et version absent aussi. C'est une vaste question et je crois qu'aujourd'hui personne n'est capable de répondre à cette question. Personne ne sait quelle sera l'évolution. On sait qu'il y a effectivement une mutation qui s'opère. Mutation ou menace? Mutation ou menace? Moi, je parlerais plutôt d'une mutation. Oui. Je parlerais plutôt d'une mutation parce que je pense que le journal papier a toujours toute sa place, notamment parmi les anciens. L'ancienne génération, les seniors, ils ont un petit peu plus de mal pour le moment à se mettre sur Internet. Oui. Et je pense que... Mais on écrit pour les anciens ou pour les jeunes? Ah, mais on écrit pour tout le monde. À France Antille, en tout cas, on tâche d'écrire pour tout le monde. Alors, Jean-Luc Goubin, c'est un cas particulier puisque il est directeur de Coco News depuis X années, je ne sais même plus depuis combien d'années. 2004. Et je sais qu'il a tenté une expérience de presse papier. Oui. Et le net a tué le papier, là. Oui, non, en fait j'ai... Au départ, j'étais que sur Internet et on s'est dit que ce serait intéressant d'investir d'avoir un support papier, c'est-à-dire de faire l'opération en sens inverse. Ouais. Et c'est vrai qu'au départ, ça s'est bien passé, à tel point que beaucoup de gens connaissent maintenant Coco News par ce support papier, mais mais où est passé ce support papier? Mais c'est simplement, je pense que c'est une erreur de jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres que je n'avais pas pris en compte avant de me lancer dans cette aventure. Et la réalité m'a rattrapé. Et c'est une réalité purement financière, en fait, avec une régie publicitaire que je n'ai pas mis en place, etc. Donc c'est la raison pour laquelle cette opération, en fait, cette démarche n'a pas... j'ai préféré arrêter après plusieurs Sans espoir de retour qui sait. Bon, pour l'instant, je laisse toujours la porte ouverte, éventuellement, pourquoi pas cette solution. Mais j'avoue que cette opération m'a laissé un peu exsangue au niveau financier et au niveau même humain. Donc je préfère maintenant temporiser et travailler plutôt sur le net, améliorer le contenu, améliorer la visibilité du site, etc. Alors Maïté a à peu près la même expérience, à peu de choses près, sauf qu'elle n'est pas journaliste. Elle le dit, elle est médiatrice, mais enfin, il y a eu Maïté, l'expérience aussi. Le MAG, oui. Musique en Guadeloupe. Oui. Est-ce que c'est les mêmes causes ont fait les mêmes effets que chez Jean-Luc? Plus ou moins. C'est vrai que c'est différent parce que moi, c'est lié à mon histoire de création du site internet, puisque à la base, j'avais un site sur la musique. Et c'est vrai qu'à l'époque, en plus, en début 2000, c'est vrai que l'internet n'était pas aussi démocratisé qu'il est aujourd'hui, en tout cas en Guadeloupe.
Donc il fallait absolument un format papier et tout comme Jean-Luc, le format papier m'a permis d'ouvrir les portes, de voir que j'étais quelqu'un qui faisait un travail sérieux, en tout cas qui essayait... Une visibilité, c'est ça. Voilà, une certaine visibilité et puis du sérieux aussi par rapport au travail et donc d'ouvrir les portes sur des professionnels du milieu ou les institutions, etc. Et ensuite, ça a été abandonné parce que la musique, le site de Mighty Music à l'époque s'appelait... s'est arrêté et je me suis concentrée sur Kaikafet qui est un agenda beaucoup plus diversifié qui parle de tous les secteurs artistiques. Pareil, sans espoir de retour. Alors pas sur le mag, même si la musique me tient vraiment à cœur, parce que j'encourage vraiment nos artistes musiciens du mieux que je peux, mais c'est vrai qu'il faut derrière un staff, il faut une régie publicitaire, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Voilà. Alors, je pose la question à Nelly, parce que Nelly est la plus jeune d'entre nous. Elle croit beaucoup au net et peu au papier. Je pose la question, comment la jeunesse aujourd'hui s'informe-t-elle? Alors, vous avez un blog en plus. Hein. Oui, donc pour répondre à la question sur la disparition possible du papier par rapport à Internet, alors, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une cannibalisation du web par rapport au papier, puisqu'en fait, ce sont des lectorats différents. Le lectorat de ma génération nous sommes des internautes plutôt, plus que des lecteurs, donc nous sommes friands de sites d'information et il y a aussi une immédiateté dans l'information que l'on recherche. La réactivité. Voilà, tout à fait, donc via les sites internet ou les réseaux sociaux. Mais il y a aussi un lectorat traditionnel qui, lui, est toujours friand de presse écrite et les Français sont parmi les plus grands consommateurs de presse écrite. Et je pense que ce lectorat, presse magazine, et que ce lectorat traditionnel n'est pas encore prêt à abandonner le papier. Puisqu'en fait, je pense qu'on ne peut pas encore répondre de façon formelle à la question. Le premier journal francophone en ligne datant de 1995, je pense qu'on n'a pas encore le recul, c'est quand même assez récent pour dire que la presse papier va disparaître. Mais pour ma génération, c'est 100% numérique. Mais ça, alors, Emmanuel, moi je reviens à Emmanuel parce qu'elle a la possibilité d'être à la fois dans le papier et dans le net. Est-ce que, par exemple, à France Antilles aujourd'hui, le net prépare déjà la mutation? Vous parliez tout à l'heure de mutation. Alors, ce sont deux univers totalement différents. Alors, ce ne sont pas deux univers totalement différents puisqu'on travaille en interactivité totale et on retrouve l'intégralité des informations diffusées sur le quotidien papier sur Internet. Ensuite, le site Internet actualise avec des sujets différents tout au long de la journée, mais il part de la base du quotidien, en fait. Donc, ce ne sont pas deux rédactions séparées. Pas encore. Pas encore. J'aime bien le pas encore. On va aller tout doucement vers cette évolution, c'est certain, mais ça va se faire très lentement, parce que notre fonds de commerce à nous, ça reste encore le journal papier, quoi qu'on en dise. Ce que les gens attendent de nous, c'est une information de proximité, d'où l'intérêt des locales. Et donc, cette population-là, elle n'est pas prête du tout à abandonner son quotidien papier, bien matérialisé dans ses mains, pour Internet. Alors pourtant, quand on regarde les chiffres du net en Guadeloupe, il y a une grosse pénétration des internautes ici, puisque nous sommes au niveau même des statistiques franco-françaises, l'une des régions où il y a le plus d'internautes, ou en tout cas de connexion au nombre d'habitants. Est-ce que ça ne préfigure pas quand même une mutation beaucoup plus précise, plus importante? Tout à fait. Effectivement, c'est vrai que avant les nombres de connexions, par exemple sur Coco News et je suppose aussi sur Creole News ou sur le site de France Antilles, c'est vrai que... Numéro 1, je crois, Médiamétrie. Oui, alors j'ai les chiffres, si vous voulez. France Antilles Guadeloupe, c'est en moyenne 375 000 visites par mois. C'est 1,5 million de pages vues. Et c'est effectivement, selon les dernières mesures d'audience de Médiamétrie, le premier site internet d'information locale en Guadeloupe. Et je rebondis un peu sur ce que disait Nelly tout à l'heure. Effectivement, nous aussi, on joue énormément sur les réseaux sociaux pour ce souhait d'interactivité, d'immédiateté de l'information. Et on est sur Facebook, on a 20 500 fans qui nous suivent sur Facebook. On a plus de 5000 followers sur Twitter et on en joue énormément et c'est ce qui fait progresser notre audience. Alors, c'est vrai qu'aussi le Facebook est un élément qui
démultiplie, je veux dire, on parle effectivement d'éléments d'effets viraux en fait de Facebook, qu'on utilise aussi sur CocoNews, puisque nous avons 3 pages Facebook pour chacune des... Parce qu'on a 3 sites CocoNews, un site pour la Guadeloupe, un site pour la Martinique, un site pour la Guyane. Donc nous avons une page Facebook que nous avons mis en place, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'à travers les réseaux sociaux, beaucoup de gens vont sur le site. Alors je voudrais quand même revenir sur le sujet aujourd'hui, qui est de savoir si Internet va tuer la presse. Parce que c'est arrivé déjà, François a disparu, New York Times, enfin, il y a plein d'exemples. Aux États-Unis, alors il faut quand même dire que Internet n'est pas toujours la panacée pour le site papier. Oui. Alors il faut déjà savoir que beaucoup de sites, de journaux papier se sont lancés dans des sites Internet, et l'accès était gratuit. L'information a été donnée gratuitement aux gens. Oui. Donc l'Internet a pris l'habitude d'avoir une information sur Internet et de l'avoir de façon gratuite. Tout à fait. Et le modèle économique qu'on a voulu mettre en place en insérant de la publicité sur dans ces pages vues, n'a pas toujours été favorable aux annonceurs, enfin aux supports concernés. Ça n'a pas marché. Certains reviennent sur ce modèle économique en disant mais oui, mais finalement nous avons mis une partie de notre contenu sur Internet et on l'a laissé gratuitement. Le monde est revenu dessus. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que de plus en plus on revient vers un accès payant, même sur de l'information. Mediapart, c'est l'exemple qui a réussi. Alors la différence quand même qu'il y a entre France Antilles et CocoNews, CCN ou Kaikafet, c'est que nous sommes des pure players. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de support papier derrière. C'est vrai. Et alors que France Antilles, alors est-ce que l'un joue sur l'autre? La question, Emmanuel. Est-ce que le journal aide à faire connaître le site et le site aide à faire... Est-ce qu'il y a une interactivité à ce niveau-là? On essaie de mettre en place cette interactivité. Mais je dois dire qu'en fait, ce sont vraiment 2 publics différents. Il faut imaginer 2 grands cercles, l'un pour le journal papier, l'un pour le web. Et ces 2 cercles se rejoignent sur une toute petite surface seulement qu'on considère comme 10% des lecteurs papier vont aussi sur Internet. Ouais. Mais ce sont vraiment 2 publics différents. Et moi, je constate que mes internautes qui me suivent sur le site de France Antilles, ce ne sont pas des lecteurs du journal papier. Alors, la question qui tue, enfin, elle ne tuera personne ce soir, dans 10 ans, qu'est-ce que vous voyez? Alors, la question dans 10 ans. On est en 2013 aujourd'hui, 2023. Est-ce qu'on a l'impression... les sites internet vont se développer, c'est sûr. Certains seront morts, peut-être que CCN ou CocoNews ou je sais pas, seront plus là. Peut-être que France Antilles aura muté, en tout cas. Comment vous voyez l'avenir? De manière rapide tour de table et on termine là-dessus. Alors, moi, je pense tout simplement qu'il est certain que le quotidien papier va devoir s'adapter. Oui. C'est-à-dire peut-être choisir des angles d'attaque peut-être plus polémiques, peut-être plus analytiques. Il va falloir qu'il se fasse une place pour continuer à exister. Parce que les lecteurs de 20 ans, dans 20 ans, ils auront 30, 40 ans, 50 ans, ils seront vieux aussi. Hein. Voilà, aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Même les gens comme Nelly n'auront pas toujours 20 ans. Autant sur Internet, il y aura toujours ce souci d'immédiateté de l'information, être informé le plus rapidement possible, alors que pour le journal papier, quotidien, on peut pas, on prend l'exemple du Congrès, vous en parliez tout à l'heure. Oui. Le Congrès, nous, notre analyse, elle sort le lendemain. Il ne s'agit pas de... Alors, sur Internet, on fait à la limite une couverture heure par heure. On met les interventions complètes des uns et des autres. Et on a une immédiateté. Sur le quotidien, il faut l'analyse. Voilà, et je pense que c'est ça. Je pense que dans 10 ans, je pense qu'il va y avoir un équilibre à rechercher entre ces deux supports. C'est-à-dire, pour vous, dans 10 ans, on aura toujours les deux supports. Je prends un exemple concret. Il y a un journal qui s'appelle 21 qui sort, aucune publicité. Oui, c'est vrai. Au départ, on se disait, mais ce modèle, ça n'allait pas marcher. C'est un livre, c'est un livre-journal. Un livre-journal. Oui. Et je trouve ça a énormément de succès, cet ouvrage. Et je pense qu'il y a quand même une place pour un journal papier
et aussi effectivement la partie numérique, une version numérique des supports, des formations, ne serait-ce que pour deux choses, je vois deux éléments. La réactivité, c'est-à-dire rapidement, on peut rapidement avoir on cherche un commentaire, on cherche une information là rapidement sur le net. Et puis deuxième avantage, c'est la comment je peux appeler ça, l'interactivité avec le public. C'est-à-dire très rapidement, on a des commentaires, on a retour feedback, le feedback, ça c'est quand même assez important. Lélia, deux mots. Dans 10 ans, j'aurai 10 ans de plus. Hein. Oui, et concernant ma génération, il y a déjà une défection pour tout ce qui est papier, lecture. Donc déjà, je pense que dans 10 ans, on a été biberonné au numérique et à l'ère Internet, donc on va continuer sur cette lancée. Cependant, je pense que le papier aura toujours sa place, mais peut-être plus pour des articles de fond ou des contenus analytiques. Mais pour ce qui est de l'actualité, des news, nous sommes trop habitués à l'immédiateté de l'information, donc je pense qu'on restera sur la lancée du numérique. Dans 10 ans, le Kaika-Fête. Alors dans 10 ans, Kaika-Fête, ça sera une puce électronique à brancher derrière son cerveau, qui sera actualisée, non je plaisante, mais je rejoins un petit peu... Nelly, parce qu'en fait, effectivement, dans 10 ans, je pense qu'il y aura une grosse part du numérique, que le papier va perdurer, mais sous un format... Il y aura moins de papier. Moins de papier, mais un format différent, du papier glacé, par exemple. Aujourd'hui, ça attire des articles de fond, etc. Et je pense aussi, je crois beaucoup au smartphone et au fait qu'on soit nomade. Aux écrans. Voilà, aux écrans, nos smartphones et le fait qu'on soit nomade, qu'on devienne nomade, voilà, avec l'information sur nous. Alors, ce débat-là se termine ce soir, mais vous reviendrez. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé volontairement du contenu. C'est-à-dire, on n'a pas parlé du contenu, on a parlé de l'effet. Il va falloir parler de la fiabilité de la presse. Alors, j'aurai le plaisir de vous réinviter. C'est dans la presse chaque semaine. Merci d'être venu. On va passer à la musique maintenant, puisqu'on reçoit tout à l'heure Akio qui vient de sortir cet album, Mastodonte, dit-on. Et je reçois les deux choristes d'Akio qui seront avec nous tout à l'heure. Le clip tout de suite. Et je vous remercie, mesdames, messieurs. À la semaine prochaine. Merci.
Alors, dernière partie de ce C'est dans la presse de janvier, retour, et sur le plateau avec deux jeunes femmes, et jolies femmes en plus, aussi des chanteuses à Akio, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Alors, pourquoi c'est, en général, quand on parle d'Akio, c'est des noms ravoués, ou sur là, c'est autres? Pourquoi? Ben, en fait, entre eux, ils ont décidé de mettre ces femmes-là en avant pour cela. Parce qu'ils ont dit, bon, c'est toujours les mêmes, en tout cas, ils sont pas vrai. Jean-Pierre, oui, voilà. Et François. En radio, ils attendent nous, ouais. Mais ils sont pas vrai nous. Alors, ils disent, bon, c'est l'occasion, c'est là. Vous avez combien de femmes qui ont chanté dans le café Cœur dans Akio? Eh mais nous, rien qui dit. Deux seulement? Deux seulement. Oh, on comprend que c'était plus que ça, moi. Alors, l'album là, c'est bon, Mastodonte. Alors, moi, en télévision, expliquez nous, tu m'as dit, mon cas de parole, pour qu'il vienne nous ici, Mastodonte, parce que moi, en créole, il n'est pas chiré, moi, non, là. Mastodonte parce que déjà nous tenons à rendre hommage à des grands chanteurs qui ont représenté, on va dire, musique antillaise en nous, qui c'est Jeff Joseph et puis Patrick Saint-Éloi. Ouais. Et puis comme Carnaval la partie là, donc nous tiennent à... Bien sûr. C'est la dimanche. Tout à fait. Ouais. Et nous tiennent à mettre musique à masse en la rue là, quoi, pour ces gens à reconnaître dans masse là, vraiment. Quoi. Ouais. Oui. Alors, et c'est pour ça que je fais Mastodonte. Alors, pas ni longtemps à qui ni des ans, ils font 10. L'année passée, ils font. Oui, l'année passée. Alors, chaque année qu'on a chaque carnaval? Non, pas occupé au pays, ni à faire chaque carnaval. C'est que nous c'est l'idée là, on l'a inspiration, on l'a l'idée, et ça va venir comme ça. Ouais. Voilà. Alors, qui j'en sais passer l'album là, ça tire bon nous petit moins des 4 mois là, parce que bon, là on va avoir un album qu'on sort, on va acheter, mais on va savoir qui j'en sais fait, surtout avec les femmes avec qui on est dit si vous poser des questions, on peut pas de problème. Mais l'album là, c'est à qui j'ai fait, et nous avons dit Jean-Pierre et François et Émile idée là, avec Moïse, qui nous sorti en support pour faire l'année là, début à l'année 2013. Et nous tous dit pourquoi pas, surtout que nous pète des gros piliers à la musique caribéenne, qui c'est Patrick Saint-Éloi et Jeff Joseph. Donc nous baillons petit moins ballon qui fait Mastodonte sorti pour pile poil pour début à Carnaval là. Et bien, bon son à masse et en plus son clin d'œil Jeff Joseph, Patrick Saint-Éloi parce que bon, quand on a laissé traces et en cas quoi que ces traces là peut sortir facile. Alors envie de autres quand même. Ni en qui 7 morceaux dans l'album là. Nous avons dit, nous avons au compte-goutte. Il ne faut pas nous baser trop. Non, il ne faut pas nous baser trop. Ni un an nous sorti un album. Avec 7 morceaux? Non, tu es plus que ça. Oui, nous avons à peu près 11-12 morceaux. Ouais. Et là, nous sortis à la pour... Ah, pas manque d'inspiration? Non, là, nous inspirés même. Ouais. Vous avez toutes là? Oui. Nous pas toutes. Ouais. Nous travaillons ici. Non, nous pas toutes. C'est moins de chaque. Alors, il y a une question peut-être, non? Non, ça pas caille. Bon, alors, moi, en événement des autres vidéos, bon, Masla a commencé ce jour-là, ça. Je t'en la là dimanche, je t'en la là encore. Normalement. Mais alors, nous, notre aspect qui est complètement ne pas connaître, c'est que je n'ai pas fait concert aussi. Oui. Alors, j'ai tourné l'année passée ou là, j'aurais. L'année passée, nous tenions une belle année. Alors, mon nuit, dis-moi. Alors, l'année passée, nous faisons l'Atrium en début d'année. Matinique. Nous faisons l'Olympia. Nous faisons aussi Bercy. Ouais. Et nous faisons un concert. Vous avez des grands gens de musiciens là. Non, nous sommes restés modestes. Nous avons la possibilité de faire des belles scènes. Nous avons dit, bon, nous avons le groupe pour nous qui était en vie fait. Nous avons la possibilité là, nous faire. Nous avons les moyens de faire. Et d'ici fin mois là, nous sommes encore à Paris. Nous sommes au Doc Pullman le 2 février. Nous sommes passés avant ça le 28 à l'Atrium. Mais quand vous n'avez pas un pont de Guadeloupe, vous n'avez pas joué Guadeloupe même alors? À part qu'elle nous pas jouer, c'est qu'elle n'a pas de possibilité de nous pas jouer. Quoi, fait plein même les autres ici? Non, à part nous faisons concert l'année passée petit bout aussi. Oui, on va changer. Je n'ai pas fait rien là au Chipel l'année passée. Généralement, je vous levez vous comme je fait des butins et il n'y a rien pas prévu pour l'année là. L'année là, ça, nous avons rien pas prévu. Comme concert, non. Mais nous, en mouvement avec vous comme pour masse, pour carnaval, nous n'y avons pas journée de réflexion. Les autres font un concert. Combien de monde a qui ont les scènes là? À peu près. Nous avons 18 musiciens. 18 musiciens et des chanteurs seulement. Oui. Ouais. Combien de morceaux ne pas jouer dans un concert en général à peu près? Nous sans compter les bis. Ah
Nous à 18, 19 morceaux. Ouais. 19 morceaux quand même. Donc je n'ai un répertoire. Alors question là, je prends un pays pour moi. C'est un, je vais poser quand même. Combien d'albums à qui vous avez fait? Là, nous à 7e album. Pas 8. Sans compter, il y a hein? Oui, il y a 8, effectivement. Ça, c'est 8 là. 8 albums. Ça, c'est 8e là. 8e là. Et ils ont commencé combien depuis qu'ils ont commencé? Moi, on commençait en 2000. 2000? Donc, j'ai assez 5e an à peu près. Et vous? En 2001. 2001? Parce qu'en vrai, quand même, si madame l'a changé, parce qu'elle n'a pas tes autres, tu connais à temps longtemps. Donc, il ne faut pas renouveler ce madame-là. Vous savez que ce n'est pas une question de renouveler, hein, c'est parce que chaque monde vit à eux, il fait, il y a un moment, il y a un pour chaque butin. Donc, on va penser que. Oui. Pour nous, pas son passage. Voilà. Donc, vous êtes là pour combien de temps? Nous pensons ça. Toute la vie de là, bon, nous avons tout le temps, nous chanteuse professionnelle, ou un choriste professionnel, ou alors on fait ça comme ça? Non, nous disons professionnels parce que. Nous avons fait d'autres meetings à part de ça. Nous avons besoin de nous, on va crier nous pour participer. Je crois passer dans. Ça sème là, je crois. Oui, tout à fait. Droit, je crois jouer ça. Et vous avez fait la répétition là, qui je crois où là dans ça, parce que ça aussi, on ne passe pas sans l'eau. Pour un groupe qui n'est pas aussi musical là, tout le monde connaît bon, les mondes là, les François, les Coquerel, tout ça, les Jean-Pierre, tout ça, mais les autres, qu'est-ce qu'on va répéter? À quel moment on fait ça? Nous avons répété 2 fois par semaine. Quand même. Oui. Et puis, au moins 2 heures de temps. Quand même. Chaque jour. Ouais. Et les zones concerts? Là, nous, les concerts, nous avons plus répétition. Alors, avant-dernière question, avant de quitter nous, est-ce que vous avez fait courir en qui pour qui ou vous êtes capable de faire qu'on a pour Zouk Love, pour toute qualité de musique, pour d'autres musiques? Moi, je suis spécialisé en qui? Moi, personnellement, et bon, c'est par rapport à Tisser, moi, que mon entrée à Akio. C'est Tisser? Oui. Ah, mais on ne peut pas dire rien. On va pas dire ça. Et donc, bon, nous pas spécialisés dans Akio. Là, il y a besoin de nous, ni des gens qui connaissent nous, ils peuvent faire nous par de certains contrats. Et puis. Vous avez déjà fait d'autres qualités de concert? Plutôt Tisser, moi. Oui, parce que moi, à la base, on était en Zoukaz, entre guillemets. D'après moi, il y a un figure à Zoukaz quand on a sonné. On commençait par Zouk. Mais oui. Et c'est François qui vraiment. Qui râle. Voilà, mais on n'a pas quitté Zouk là. Ah, on a toujours? En cas fait des interventions, là, il y a demandé moins. Par exemple? En cas des derniers groupes là, on fait là, c'était avec groupe Vitamine. Dernière prestation, on fait, c'était au Boravine là. Donc, en cas chanter aussi, il y avait d'autres groupes. Nous avons fait aussi l'album à Grive-là. Les premiers albums à Grive-là, c'est nous qui faisons ces chœurs-là. Nous, quand interviennent, il pas mal de support. Nous, en souterrain. Véronique, merci de venir à toi. Merci. Pour les gens qui parlent, Mastodonte là, il est c'est dernier dit ça à Kyo. Pendant la vitement pressé, on a présenté des autres, parce que comme de Zouk Mion, bien sorti, Henri Deps, Zouk Collection, on force pour Henri. Nous avons tout un mélange de musique. Alors ça, on dit c'est essentiel. 30 ans de musique antillaise. Oui, nous avons qui ont l'air quand même. Nous avons toute qualité de musique. Hein. Vous pouvez trouver aussi bien Malavoie, nous avons Malavoie, puis ça fait Martinique. Victor O, Néani Kassa, nous avons qui ont l'air. C'est un quadruple album, mais un DVD. Un bel support. Oui, un bel support. Même bitin là, vous fait vers Malavoie, l'essentiel. Pratiquement toute chance à Malavoie. On reste qu'on joue Kenyon, Total, qui comme ça. Et dernier là, son Zouk compile, Woody Brada, des gens déjà oubliés, Thierry Maotedi, Aris Nouayen, Jeff Joseph. Et on mentionne bien aimé la Perfecta, la Divinité. Merci pour mon qui est là, merci pour Vignazol, merci pour Nelly, merci pour Danaïka qui bon gars je suis là assistant à l'émission là en fait c'est comme ça que l'émission là prend ballon et nous allons retrouver nous mercredi prochain pour d'autres c'est dans la presse. Si vous étiez à l'écoute vous avez raté le jeudi c'est la rediff. Et puis, merci aussi à la technique, Maxime et toute la petite équipe qui nous aide à préparer cette émission. Nelly est dans l'affaire. Salut, à mercredi prochain.